Et je vais appeler Christophe Renner, Thibaut Gessen, Didier Garret, Olivier Dronink et David Marchal à venir me rejoindre pour que nous cheminions encore quelques minutes ensemble. Voilà, installez-vous. On se met où on veut, où on peut. Voilà. Tout le monde est à une chaise ? Oui, c'est bon. Alors, quelles sont les stratégies d'expérimentation et de développement actuellement à l'œuvre en fonction de la spécificité des territoires ? Voilà une nouvelle question qui s'ouvre à nous. Quelles sont les clés de la réussite selon la typologie de ces territoires, qu'il s'agisse d'un territoire plutôt rural ou plutôt urbain, etc. etc. On va y revenir. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui peut-être marche moins bien? Ça serait bien qu'on puisse faire un petit point là-dessus. Je vous présente donc les participants à cette nouvelle table ronde. Alors, je ne sais plus si on dit Gessen ou Gessen. Excusez-moi, monsieur... Gessens, pardon, excusez-moi, voilà, je n'aime pas écorcher les noms. Thibaut Gessens, pardon. Vous êtes directeur général, vous venez de loin, peut-être est-ce vous... Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, oui. Ouais, ça peut se prononcer comme ça aussi. Los Angeles. Ouais, Los Angeles. Oui, c'est vrai que ça sonne bien. C'est plus exotique, c'est vrai. Pas-de-Calais, en tout cas. Le Pas-de-Calais. Voilà, le Nord Pas-de-Calais. Voilà. Alors, je ne connais pas la ville, mais je sais qu'il y a environ 6 000 habitants. 7 000 habitants. Voilà. 7 000 ? Ouais, 7 000, que ça touche Lens-Liévin, agglomération de 250 000. Métropole lilloise, 4 millions d'habitants, enfin 1 million et demi. Et la métropole lilloise avec son versant belge, puisque c'est une ville frontière qui intègre Courtrai, Gand, Courtrai, Tournai et Ypres. D'accord. Dans sa version la plus élargie, c'est 3,7 millions d'habitants. Alors, en tout cas, à Los Angeles, vous avez engagé une démarche globale, vous nous en parlerez tout à l'heure. Je crois une démarche vraiment au long cours, qui remonte depuis longtemps, cohérente, et vous nous en parlerez tout à l'heure, parce qu'il y a un contexte et une genèse de la démarche intéressante. Merci en tout cas d'être là. Je vais continuer simplement le petit tour de table. Christophe Renner, donc déjà vu et entendu, qui est directeur de Smart Electric Lyon. Donc, vous réunissez un ensemble de partenaires autour d'EDF notamment pour engager un certain nombre, vous nous le direz, engager un certain nombre d'expérimentations. Avec quelle stratégie territoriale? Ce sera ma question peut-être tout à l'heure. Olivier Dronink, qui est chargé de mission à la vallée de l'énergie. Alors on l'a dit ce matin, c'est un cluster créé autour d'une sorte de microclimat local autour de GE et d'Alstom, cluster créé en 2008, donc ici à Belfort. C'est une association industrielle, nous en reparlerons tout à l'heure. Didier Garret, qui est chef de projet du CIM, le Centre d'innovation et de management, qui est donc présent sur notre territoire ici. Je crois que vous êtes un ancien d'Alstom et vous nous direz donc quel est le rôle de ce fameux CIM. David Marchal, qui est adjoint au chef de service réseau et énergie renouvelable de l'ADEME, qui est donc un des acteurs extrêmement important, l'ADEME bien entendu. Peut-être que vous pourriez prendre la parole tout de suite d'ailleurs, David Marchal, pour nous proposer une sorte de petite cartographie de ce qui se passe, de tous les projets Smart Grid en cours actuellement, tout en précisant que l'ADEME est un financeur aussi important. J'ai le chiffre de 80 millions d'euros mis sur la table, donc vous confirmerez tout cela. En tout cas, vous êtes vous aussi un accompagnateur et un facilitateur. Alors, que se passe-t-il sur nos territoires? Restons avec ce prisme des territoires pour que nous soyons bien dans le thème de notre table ronde. David Marchal, je vous donne la parole pour quelques minutes pour ce panorama rapide, forcément. Merci de me donner la parole. Oui, donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on est actif à la fois sur les transports, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, les énergies renouvelables, les déchets. Et sur le domaine des smart grids, pourquoi on s'y est intéressé? Pour deux raisons principales. La première, c'est pour faciliter le développement des ENR. La deuxième, c'est pour faciliter aussi la mise en place de politiques de MDE. Donc, à travers ces deux actions-là, on s'est intéressé si j'appuie là, c'est ça peut-être
on s'est intéressé au smart grid depuis 2009. Et depuis 2009, on finance des projets avec des budgets, des investissements d'avenir. Ce ne sont pas les budgets de l'ADEME. Et je voulais vous présenter rapidement vous donner une vision d'ensemble de la cartographie de ces projets, notamment pour illustrer la diversité de ces projets par rapport au territoire. Alors, comment on finance ces projets déjà? Donc, on procède par appel à manifestation d'intérêt. Ce sont des sortes d'appels à projets. On apporte un financement à la fois sous forme de subventions et d'avances remboursables. Et donc, depuis 2009, on a lancé 5 AMI, donc appels à manifestation d'intérêt, dont le dernier est ouvert actuellement. On a financé 16 projets, donc 86 millions d'euros effectivement d'aides versées, avec un effet de levier important, puisque en versant 86 millions d'euros de financement, au total, c'est plus de 300 millions d'euros d'investissements qui sont levés par les partenaires industriels autour de ces projets. Donc il y a une certaine diversité des projets, avec des projets qui incluent du stockage, des projets qui incluent de la MDE. Ce sont des projets à différentes échelles, ça je vais y revenir tout à l'heure. Et la particularité de la majorité de ces projets, c'est qu'ils visent à tester des modèles d'affaires. C'est une des grandes interrogations. Alors, comment et pourquoi on aide ces projets? On utilise un régime d'aide. On n'a pas le droit de verser, de subventionner comme ça de l'argent aux entreprises sans respecter des principes et des régimes d'aide. Et donc, les grandes actions qui pilotent ce soutien, c'est que ce sont des projets innovants, c'est que ce sont des projets également qui visent des retombées industrielles, et puis ce sont également des projets qui vont dans le sens d'un développement, enfin du soutien à une politique énergétique, faciliter le développement des énergies renouvelables. Alors, les projets, on peut les voir là ici sur cette carte de France en tout petit, mais l'objectif, c'est de vous montrer qu'ils sont répartis un peu partout en France, et ils sont classés là par typologie de projet. Donc à gauche, l'intégration, ceux qui facilitent l'intégration des ENR. À droite, ceux qui sont plutôt orientés consommateurs, pilotage de la demande. Au milieu, des projets plus techniques qui visent plutôt des technologies de réseau. Alors c'est pas facile de classer les projets, hein, certains sont clairement dans une colonne, d'autres sont plus systémiques. Donc ce sont notamment les projets qui figurent en bas, Greenlist, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est vraiment un projet très systémique. On a certains projets qui sont très technologiques. SoGrid est un exemple, qui vise à tester les technologies CPLG3 pour le compteur communicant. À l'inverse, on a des projets qui sont extrêmement sociologiques, avec une approche très orientée consommateur, acceptabilité. On peut citer le projet Solène, notamment autour de Rennes, porté par ERDF. Donc vraiment une grande diversité de projets, avec également, si j'essaye de les diversifier, des projets qui sont très orientés développement matériel, et des projets qui sont beaucoup plus orientés sur le software. Tout à l'heure, Iginko parlait de tout ce qu'ils ont fait via le projet Modelec, notamment sur l'interface graphique de leur solution et la prise en compte des retours terrain des consommateurs. Donc tout ça, c'est du software. Et la plus grande partie de ces projets vise à tester des modèles d'affaires. C'est quand même une question cruciale. Ces modèles d'affaires, aujourd'hui, il y a encore énormément d'incertitudes, notamment autour du rôle des opérateurs. Alors, évidemment sur le stockage. Et la deuxième grande question, c'est sur les opérateurs d'effacement, où il y a encore une grande diversité des modèles d'affaires qui sont envisageables pour ces opérateurs-là. Alors, par rapport au territoire, alors vous avez pu remarquer, et je suis très content de participer à cette table ronde avec des acteurs qui sont autour de moi, vous avez pu remarquer qu'en Franche-Comté, il n'y a pas de projet, on le voyait aussi sur la carte de M. Lafaille ce matin, pas de projet Smart Grid à ce jour, et j'espère bien que suite à cette journée, on pourra voir des projets Smart Grid en Franche-Comté. Et ces projets, vraiment, enfin les projets qu'on a financés à l'ADEME,
répondent chacun, enfin la plupart d'entre eux répondent à une problématique spécifique d'un territoire. Sur ce petit schéma là, j'ai essayé de les classer en fonction de la taille du territoire verticalement, puis en fonction de leur positionnement, soit plutôt côté production, côté énergie renouvelable, soit plutôt côté consommation. Et les projets se situent un peu sur tous ces axes. Donc Smart ZAE, c'est un projet de zone d'activité économique, à la fois côté intégration ENR et puis côté consommation pour des industriels. On a des projets dont on a déjà parlé sur les territoires ultramarins. Nisgrid et Ventea. Alors, Nisgrid a déjà été évoqué. Ventea est beaucoup plus production énergie renouvelable et vise à minimiser les coûts de raccordement des éoliennes dans des zones très fortement ventées, avec une approche un peu probabiliste des raccordements. On a donc des projets vraiment au niveau métropolitain, Greenlease, Reflex, sur une zone un peu plus large qui vise plutôt l'effacement de consommation, du point de vue général. Et puis, comme je le disais, le projet Solène qui, lui, est beaucoup plus orienté sur une approche sociologique. Alors, Smart Electric Launch, je te laisserai en parler. On a également le projet Smart Grid Vendée qui, lui, est carrément au niveau d'un département, avec une vision vraiment intégratrice de ce que peut être un smart grid au niveau d'un département. Donc, cette slide, vraiment, elle vise à vous montrer que ces projets se développent pour répondre... Enfin, il me semble important que ces projets puissent se développer pour répondre à des problématiques territoriales, locales. En regardant... Alors, on voit qu'il y a des problématiques pour les zones insulaires, ça c'est évident, mais on doit répondre, enfin certains territoires doivent répondre à des problématiques de fragilité électrique. Donc c'est le cas de PACA, c'est le cas de la Bretagne. On a des territoires où il y a énormément d'ENR, donc d'où le projet Nisgrid, d'où le projet Ventea. Je pense que sur chaque territoire, il y a des questions qui peuvent se poser pour la gestion du réseau électrique. Les territoires comme ici, où il y a énormément de demandes industrielles, c'est peut-être des territoires où il y a des choses à faire aussi sur le réseau électrique de ce point de vue-là par rapport à la consommation industrielle. Je voulais terminer donc en vous disant qu'on a donc un appel à manifestation d'intérêt en cours. Cet appel à manifestation d'intérêt, il se veut complémentaire aux 4 précédents, avec notamment la mise la priorisation de 5 volets, de 5 volets sur... disons que quand on essaie de cibler les projets, on a 4 fonctions. Donc, les 4 fonctions, on les a déjà largement citées. C'est l'intégration des énergies renouvelables, c'est les véhicules électriques, c'est les modèles d'affaires. Donc les projets, de toute façon, servent à traiter ces points-là. Et simplement, dans ce 5e appel à manifestation d'intérêt, on va mettre la priorité sur 5 volets. Donc un volet véhicules électriques, un volet flexibilité et changement de vecteur énergétique, un 3e volet plutôt sur la synergie des offres commerciales, un 4e volet qui est relatif au territoire électrique de demain, et puis un 5e qui vise plus l'export. Donc je peux revenir après rapidement sur ce qu'il y a dans ces volets. Ce sont donc des appels à projets où on attend des consortiums de taille modeste. Dans un consortium, il y a en règle générale une ou plusieurs entreprises, des petites, des grandes. Il y a en règle générale un gestionnaire de réseau. Il est également de bon ton qu'il y ait un opérateur du monde de la recherche. Ça faisait d'ailleurs, ils étaient absents de la table ronde précédente, mais c'est vrai que dans le cadre de projets innovants, on a bon nombre de laboratoires aussi dans ces projets-là. Et donc sur des projets de taille significative, on a mis un seuil à 2 millions d'euros. Pourquoi cette taille-là? Parce qu'on vise des démonstrations à l'échelle 1. Les AMI de l'ADEME ne visent pas des prototypes, ils visent vraiment le test à l'échelle 1 sur un territoire d'une solution donnée. Alors, sur les véhicules électriques, ce qui est attendu, là, c'est surtout comment faire marcher ensemble le développement des infrastructures de recharge avec les problématiques
de gestion du réseau électrique, notamment du réseau de distribution. La problématique, c'est vraiment celle-ci, c'est l'interfaçage entre les deux, l'optimisation conjointe des deux thématiques. Sur le changement de vecteur énergétique, là on se situe un peu plus en amont, un peu plus à long terme. L'idée est de pouvoir interfacer avec le réseau électrique, de pouvoir voir comment des briques de type conversion de l'électricité en hydrogène, en chaleur, en méthane, comment ces briques-là peuvent interagir avec le réseau électrique. Sur le troisième volet, on rejoint un peu la thématique abordée tout à l'heure dans Écocité. Donc la question est de voir comment on peut faciliter le déploiement d'offres commerciales unifiées, multifluides pour les consommateurs, pour faciliter leur compréhension, déjà leur accès aux données pour leurs différentes consommations d'énergie, voire d'eau, et faciliter le déploiement d'offres commerciales qui aborderaient ces différentes énergies. Sur le quatrième volet, donc là c'est une approche très territoriale. On vise deux choses, à la fois ce qu'on a appelé des clusters énergétiques, c'est-à-dire des réseaux électriques privés, donc typiquement des réseaux d'entreprises, ou alors ça peut être typiquement le réseau d'une entreprise, d'un hypermarché, d'une gare, etc., sur lequel l'opérateur vise à développer des solutions smart grid. Et l'autre axe, c'est un territoire électrique plus large sur lequel on pourrait déployer du smart grid pour lever des contraintes locales, éviter des renforcements réseau. Le dernier axe sur l'export, il vise pour attaquer l'export, on a vu ce matin qu'il y avait une grande dynamique par rapport à l'Asie, par rapport à des marchés émergents. Ceci dit, les briques technologiques qu'on développe en France ne sont pas forcément adaptées à l'export. Et donc cet axe-là, il vise à vraiment développer des solutions spécifiques, peut-être moins complexes, peut-être plus low cost, adaptées à des marchés à l'export, d'une part, et d'autre part, à développer aussi des solutions clés en main, de bout en bout, notamment pour des zones où les réseaux ne sont pas interconnectés, où il y aurait besoin de venir avec une solution globale. Alors, je pourrais aborder tout à l'heure d'autres sujets, puisque là, on parle beaucoup de démonstration. On a abordé tout à l'heure pas mal les questions de comment on passe au déploiement, comment on passe au braquet supérieur, quelles sont les difficultés. Voilà. On pourra revenir sur ces points-là. Absolument. On compte sur vous. Merci en tout cas pour cette première approche qui nous aide bien là encore. Monsieur le directeur général des services, on va vous donner la parole tout de suite. Merci, comme je le disais tout à l'heure, d'être là, parce qu'on a hâte de savoir ce qui s'est passé chez vous donc à Los en Goël. Je parlais d'une démarche ancienne. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Bon, il s'est passé que la crise, nous, on la connaît depuis beaucoup plus longtemps que tout le monde. On l'a connue avec l'arrêt de l'exploitation charbonnière en 86, mais on savait déjà depuis la fin des années 70, début des années 80, que toute l'activité charbonnière allait s'arrêter. Et concrètement, pour un territoire d'à peu près 1 million d'habitants, ça veut dire un taux de chômage supérieur à 3 points à la moyenne. C'est le territoire le plus pauvre de France. Enfin, ça concentre tous les indicateurs de pauvreté, de difficulté, d'addiction. Donc on connaît la crise depuis très longtemps et on a mis en place 30 ans de résilience territoriale, puisque là, la diapo que vous pouvez voir montre 2 terris qui sont les terris de Los Angeles, les plus hauts d'Europe. Je vais prendre le truc, voilà. Et à la fin de l'activité charbonnière, le territoire a dit on va tout raser, tout ce qui était édifice minier, signal minier, de manière à redevenir normaux. Ouais. Quand on sait que le bassin minier s'est affaissé par endroits, le centre de Los Angeles s'est affaissé de 15 mètres, hein, donc tous les réseaux, donc on reprend des grids, hein, tous les réseaux sont cassés, il y a des pompes, il y a une centaine de pompes qui en permanence évacuent l'eau pour pas que le bassin minier soit inondé. Donc on n'est pas du tout comme normaux. Et les gens de Los Angeles
on dit nous avons notre propre histoire, notre propre trajectoire, il faut la respecter, il faut conserver des éléments du patrimoine. Et ce que je vous montre, les deux terris qui sont là, c'est aujourd'hui l'emblème de ce qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Parce que le bassin minier est classé au patrimoine mondial. Donc là, je vous montre la diapo de ce que ça représente sur 2 départements Nord-Pas-de-Calais, donc en dessous de l'île, dont je vous disais que ça faisait une grande métropole avec le versant belge. Là, c'est 1 million de personnes qui vivent une situation de déstructuration socio-économique, désastre environnemental, pollution. Je crois que c'est la moitié des friches polluées de France sont dans le Nord-Pas-de-Calais et la moitié du Nord-Pas-de-Calais dans le bassin minier. Le paternalisme, puisque c'était la société encadrée, tout appartenait à la mine, de la naissance à la mort, sauf le cimetière. Le maire de Lens se faisait convoquer par l'ingénieur en chef des mines et lui disait « Monsieur le maire, vous êtes maire par délégation. Je possède l'urbanisme, la police, etc., l'église, l'école. » D'accord. Donc, un territoire en manque d'ambition, forcément, un déficit d'initiative, et puis un développement un peu au fil de l'eau. Donc il y a la crise depuis très longtemps, et nous, ce qu'on a mis en place, c'est la recherche d'un nouveau modèle. Alors le maire de Los Angeles est un maire écolo, c'est son 3e mandat. Premier mandat dans le bassin minier, c'est des listes d'union de la gauche, donc c'est 65%, 60%, ça marche bien. 2e mandat, 82%. Donc ça a été tout d'un coup une espèce d'adhésion de la population au-delà du cercle des gens qui votaient traditionnellement pour cette liste. Ouais. Et c'est le plus haut score du Nord-Pas-de-Calais. C'est quasiment stalinien, sauf Bondy, mais Bondy est une ville la plus à droite de France qui votait, elle, 82% à droite. Et aujourd'hui, il n'y a même plus de liste d'opposition. Il y a eu 100% pour la liste d'union autour du maire Jean-François Caron. Et à 12 km de là, vous avez l'autre dérive ou l'autre chemin, l'autre trajectoire que prend le bassin minier Hénin-Beaumont, qui montre aussi quelles sont les différentes trajectoires possibles à partir d'un point de départ qui est exactement le même, d'une sociologie, d'une population exactement la même. Donc un ancien modèle, une transition, nous on est là, on est dans cette transition. C'est ça qu'on essaye d'éclairer. On vit l'ancien modèle, on le connaît, nous on le vit au quotidien, et on ne sait pas encore ce qu'est exactement ce nouveau modèle. Quand j'entends Smart Grid, on entend beaucoup de concepts. Effectivement, nous aussi on est sur... on ne pensait pas Smart Grid il y a 30 ans, ça c'est 30 ans de résilience. Mais voilà, on essaye d'éclairer ce genre de choses. La mutation, donc j'aime bien cette diapo parce qu'on est passé de l'eutérie à l'atérie. On a féminisé l'eutérie pour faire la 3e révolution industrielle. Donc ce que vous voyez, c'est une centrale photovoltaïque d'expérimentation avec une 50aine de différents systèmes qui, en situation dans le Nord-Pas-de-Calais où il pleut beaucoup, montrent que parce qu'il pleut, les panneaux sont bien nettoyés et qu'il y a des régions, il y a beaucoup de soleil, mais il y a beaucoup de poussière, ils sont moins productifs. Jeremy Rifkin est venu en octobre 2013 et il a dit « c'est incroyable, c'est Los Angeles, moi je dis depuis 30 ans ce qu'il faut faire, mais vous le faites. Moi je le dis, vous le faites. » Et donc c'est passé par... les gueules noires, enfin voilà, une réappropriation du territoire jusqu'à aujourd'hui un pôle de compétitivité pour une ville de 7000 habitants, un cluster de l'éco-construction et plein de choses dont je vais juste décrire rapidement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la féminisation des choses dans notre salle, elle n'est pas très présente dans le monde de l'énergie, alors qu'il me semble que ce sont des pistes à surveiller, à creuser et à explorer, parce qu'il y a des enjeux qui ne sont pas que des enjeux de technologie. Ça, c'est 30 ans, vous m'avez posé la question, voilà, en 84, le choc 86, c'est l'arrêt du charbon. Ça fait 8 puits de mine, il y avait 2000 travailleurs jour qui venaient, qui descendaient, il y a 100 000 réseaux de kilomètres de galeries, enfin, c'est vraiment très très impressionnant le monde minier. 86, il n'y a plus rien du tout, c'est vraiment plus rien du tout, 100 000 emplois directs détruits sur la région. Enfin, 100 000 directs par la mine. Donc c'est vraiment un choc économique très fort. Donc on avait anticipé les choses en créant un festival qui s'appelait les Goéliades. À partir de l'entrée par la culture, en 95, on rentre par le territoire, par le diagnostic social et environnemental. À partir de l'année 2000, on repose la question de l'économie. Aujourd'hui, on a quasiment un écosystème. Je ne vais pas dire vertueux, mais il y a un écosystème cohérent en tout cas. Un écosystème cohérent. Je vais vous en donner quelques éléments et, de ce qui fait sens dans la transition écologique et énergétique. Donc,
L'innovation par l'éco-construction. Je fais vraiment un très très grand raccourci de l'histoire de Los Angeles. Voilà, aujourd'hui, on a depuis 1995 premier appel d'offres pour l'éco-construction infructueux. Personne ne savait ce que c'était. C'était juste des chasses d'eau avec de l'eau de pluie. Personne ne savait faire ça. Donc appel d'offres infructueux. Il a fallu reconsidérer le travail avec le bailleur, etc. Aujourd'hui, on arrive à faire du logement très très social avec 197 € de chauffage par an pour un T4. Pour un T4 qui a un loyer de 400 à 500 € par mois. Donc pour les gens les plus démunis ou les gens pas les plus riches, quoi, en tout cas, on arrive à faire des choses qui ont vraiment... et c'est réel. Et donc on a comme ça, depuis 20-30 ans, plein de choses qui... bon, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. On a l'éco-réhabilitation, puisque 80% des logements, le secteur minier, on construisait des maisons, le charbon était gratuit, donc on ne s'est jamais intéressé à la question énergétique. Quand il a fallu reconstruire plus de 1000 logements à partir des années 80, puisque les affaissements miniers étaient tels que les maisons s'écroulaient, donc il a fallu les reconstruire pour reloger les gens. Les bailleurs ont mis de la maison de briques des années 80, des passoires thermiques, avec des gens qui se chauffent en hiver et qui doivent mettre des moufles pour ne pas avoir froid dans leur maison. Donc on répond à cette problématique, on crée une halle des écomatériaux qui est un lieu de démonstration avec des écorchés, enfin, un truc très technologique pour le coup. Le programme Réa Futur, c'est la possibilité à terme de rénover les 60 000 logements miniers inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas non plus des choses, c'est-à-dire en éco-rénovation, éco-réhabilitation, dans le sens d'une inscription en même temps d'une dimension assez internationale. Et un projet, Los Rehab, qui pour l'instant se focalise sur... un récit d'une construction collective d'habitants, c'était les castors, je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître ce système de construction, c'était de l'autoconstruction par les habitants. Donc on a un récit d'une autoconstruction dans une période de pénurie de logements, et on est en train de reconstruire le récit de l'autorénovation collective dans une période à nouveau de pénurie, mais là de pénurie d'énergie. Donc on raisonne beaucoup sur les questions de récit. L'innovation par les énergies renouvelables, on a fait une église, ça les gens ils aiment bien, photovoltaïque. Voilà, on fait le parc automobile, 43%, mais c'est plus aujourd'hui, fonctionne au GNV, Gaz Naturel Ville. Donc voilà, on a plein de choses comme ça qui viennent alimenter le truc. Tout ça faisant petit à petit une stratégie énergétique sans qu'on n'ait jamais pensé, nous, dans notre esprit, que c'était des smart grids. Et au cœur de tout ça, l'innovation par la mobilisation citoyenne. Je pense que c'est pas une affaire de technologie, tout ça. Il y a une diapo qui est en bas, enfin une image, une photo, où on voit des gens qui tiennent une couverture. Ils sont venus à 500, ça sert strictement à rien, c'est totalement bénévole. C'est des mamies qui tricotent, et tout d'un coup elles se sont dit, on va tricoter un bonnet pour le terri. Alors on leur a dit... on va vérifier la faisabilité parce que monter plusieurs tonnes, centaines de tonnes de laine, il fallait 100 bonhommes pendant une semaine pour tout arrimer parce qu'il y a une autoroute en bas, qu'il y avait un autobus avec des enfants et un coup de vent, donc c'était voilà. Donc on leur a dit que ça marchait pas bien et donc elles ont fait la tête et du coup elles ont fait une écharpe et puis ils sont venus à 500 pour le faire. Moi, je pense que c'est un smart grid. Voilà, c'est un réseau, c'est quelque chose comme ça. Pareil, on a du smart grid alimentaire, puisqu'on fait un système local alimentaire qui veut qu'on conçoive du bio localisé par des agriculteurs qui sont eux-mêmes en mutation. On fait muter la profession pour que les produits redeviennent locaux, etc. On fait une cyberbase avec une imprimante 3D dans un quartier extrêmement populaire pour que les gens se réapproprient la question de l'Internet en prévision de l'Internet de l'énergie. Parce que qui va contrôler quoi dans cette histoire d'Internet et de Big Data? On veut recruter quelqu'un qui s'intéresse, enfin, un espèce de génie qui nous fait des cartographies et des données, des bases de données nettoyées, mais jour et nuit contre une pizza. On recrute des docteurs chinois parce que tout le monde me parle de la Chine, mais nous, la Chine, elle vient chez nous pour regarder ce qu'on fait et nous, ce que eux font. Et on a même traduit notre projet en mandarin avant de l'avoir traduit en anglais. Donc c'est... le monde change et le monde bascule. De Los Angeles à la Chine. Incroyable. L'innovation économique, donc ça c'est sur le lieu même des terris. Vous savez, il y a la base 11-19 qui est le puits de concentration et le puits d'extraction. Il y a une tour qui fait 60 mètres, qui était un ascenseur qui remontait le charbon, mais le charbon était donc tout le bassin minier remonté par le réseau ferré souterrain à Los Angeles. C'est pour ça que les terris sont aussi imposants.
Les terris, le mot, ça vient de stérile, c'est les stériles. Et c'est pour ça que je faisais une petite digression, mais quand on a féminisé le terri en la terri, on sort de la stérilité, on devient fécond. Et c'est pour ça que ce modèle économique, sur le lieu même, là où tout le monde disait on va tout détruire, tout raser, on va remettre une zone avec un haut champ, avec une zone d'activité, des choses normales, on a dit non, 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 non. Et on a commencé par y mettre un centre permanent d'initiative à l'environnement, puisqu'il y avait des espèces naturelles protégées sur le terri, crapaud calamite, pavot cornu, puisque c'est un lieu un biotope, un lieu qui n'est pas utilisé par l'homme. On y a mis une scène nationale, culture commune. Bon, les premiers éléments, culture, environnement, tout d'un coup, il y a eu les premiers investissements publics. Il y a aujourd'hui un centre de développement des éco-entreprises qui regroupe 500 entreprises, qui travaille plus sur l'économie circulaire, une plateforme d'analyse en cycle de vie, un centre ressources du développement durable, et tout d'un coup, il y a toute une série d'acteurs qui viennent s'agréger autour de ça, et des gens qui revendiquent aujourd'hui Los Angeles comme une marque, et qui veulent y développer leur process, leurs idées, notamment dans tout ce qui est éco-rénovation, éco-construction. Eiffage vient installer son siège. EDF est venu nous voir pour dire on veut faire ici à Los Angeles le service public territorialisé de l'énergie. Donc ça, je vous montre un peu la photo, comment sur un lieu on peut incarner à la fois la première révolution industrielle et la troisième. Donc vous voyez la centrale solaire Lumiwatt. Bon, ça se présente. Hein. C'est beaucoup mieux quand vous y allez. D'ailleurs, c'est super beau. On peut grimper à la pointe. Après, une fois qu'on est monté au sommet du terri, on ressort différent. Hein. Je vous assure que ça fait partie du cycle un peu magique du lieu qui. C'est quand même construit à la main de l'homme. Hein. C'est quand même la même hauteur que les pyramides de Khéops ou que la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Puis ça plonge dans 100 000 km de galeries à 300 millions d'années, puisque c'était l'époque du charbon. Donc c'est les temps des dieux avant les dieux. Donc c'est pas n'importe quoi comme lieu. Et donc aujourd'hui, démonstrateur ADEME, voilà, au Los Angeles, on a signé le 7 octobre 2014 avec Bruno Légevin une convention pour devenir démonstrateur de ce que peut être, pas forcément Smart Grids, mais Smart City ou quelque chose comme ça. Hein, c'est un peu un lieu où toutes les questions que j'entendais que vous vous posiez, moi, je pense que nous, on a beaucoup de réponses puisqu'on ne l'a jamais pensé comme un smart grid, on l'a toujours pensé comme une implication habitante. C'est vrai que la question écolo et énergie, elle a peut-être permis de poser des questions un peu avant l'heure pour faire les choses. Et donc, on est aujourd'hui sur, donc je vous avais dit, service public territorialisé de l'énergie, mutation du modèle agricole, donc smart grids alimentaires, des tiers-lieux, des choses comme ça. Une immense réflexion sur l'économie, puisqu'on pense pouvoir aujourd'hui mettre en place le modèle économique du développement durable, à partir de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité, ce qui va impliquer pour tous les acteurs présents ici et à venir sur ces sujets des bouleversements mais profonds dans tous les modes de gouvernance. On posait la question de la gouvernance des acteurs, mais je crois que derrière la gouvernance des acteurs, c'est la gouvernance à l'interne, des systèmes de gouvernance. C'est la fin du monde des ingénieurs et des tableaux Excel. On doit rentrer dans une dimension presque poétique. Enfin, je veux dire, on reprend des éléments un peu plus humains dans ces questions-là. Puisque quand on analyse nous-mêmes ce que font les habitants avec l'énergie, et je vais terminer là parce que je vois que je déborde peut-être, ils nous renvoient, quand on prend la question de l'énergie, les habitants nous renvoient jusqu'à l'esthétique. Quand on leur dit on met tel mur, tel sol pour des questions d'isolation, des choses comme ça, non, il faut mettre du carrelage, parce que d'un point de vue culturel et esthétique, le carrelage c'est beau, le reste c'est pas beau. Et quand on fait des grandes baies vitrées pour faire des apports de chaleur durant l'hiver, les gens mettent des grands rideaux parce que c'est l'intime qui est en jeu dans la question de l'énergie. Et quand on regarde ce qu'écrit quelqu'un comme Gaston Bachelard dans la psychanalyse du feu, on voit bien que ces questions quasi d'un érotisme proche avec le feu, enfin dans ce qu'il raconte, on voit que les questions d'intimité, elles sont au cœur de toutes ces questions. Et si on ne rentre pas dans les questions qui sont cachées derrière la technologie, je pense qu'on n'y arrivera pas. Bon, c'est un avis personnel, mais en même temps, c'est étayé par plein de choses. Et donc,
communication, récit et COP21, mais je vais arrêter là parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses et que le récit, vous allez pouvoir le retrouver sur On notre va site. prolonger avec vous. En tout cas, merci pour ce formidable tour d'horizon de ce qui se passe à Los Angeles. Merci. Un patchwork historique intéressant. On s'aperçoit donc effectivement c'est une sorte de laboratoire depuis très longtemps et où vous faites vous inspirez de ce qu'on dit depuis ce matin sans le savoir finalement, ou un peu la manière de Monsieur Jourdain. Quand je vous écoutais, David Marchal, je me disais qu'effectivement c'est quand même bien, parce qu'on réfléchissait tout à l'heure, savoir comment faire pour avancer mieux et plus vite, quand les sujets, quand les projets comme ça sont incarnés, quand il y a un contexte local, territorial, voilà, quand les choses sont enracinées, peut-être que ça avance plus vite. Est-ce que c'est une des leçons qu'on peut tirer du cas de Los Angeles? Alors, je ne sais pas quelle leçon on peut tirer du cas de Los Angeles, mais en tout cas, moi, je rejoins vos propos dans le sens où, sur la plupart des démonstrateurs qu'on finance, qui touchent au déploiement de solutions chez des particuliers, on se rend compte que le déploiement de ces solutions prend beaucoup plus de temps que prévu. On est sur certains démonstrateurs où on visait 1000 foyers, d'autres on visait 500 foyers. Et par rapport au prévisionnel, c'est beaucoup plus long. Pourquoi ? Parce que l'adhésion des citoyens prend du temps, au-delà des contraintes techniques, mais il y a une question d'adhésion des citoyens. C'est sûr que quand c'est leur opérateur qui vient leur proposer une solution où ils vont pouvoir faire des économies, mais avec un tarif qui est de temps en temps plus cher, de temps en temps moins cher, etc., il y a toujours un doute. Forcément, je comprends qu'on puisse s'interroger. Et la force, je pense, du territoire de Los Angeles, c'est l'accompagnement politique qui est derrière. C'est certainement ce qui manque aux démonstrateurs, beaucoup de démonstrateurs qui ont le statut de démonstrateur, et c'est normal. Mais si on veut envisager un déploiement de ces solutions, effectivement, je pense qu'un support de la sphère politique localement ne peut que faciliter énormément les choses. Alors, on va continuer notre conversation avec vous tous. Christophe Renner, Smart Electric Lyon, donc vous, votre terrain d'expérimentation, vous avez un micro, c'est donc, on l'a déjà un peu compris, loin de Los Angeles, mais c'est le Grand Lyon. Absolument. La transition va être difficile après l'histoire qui vient d'être racontée. Pourquoi dites-vous cela ? J'arrive en tant que porteur de projet, humblement, et je vais essayer de raconter l'expérience du côté du coordonnateur porteur, dans la relation qu'il peut avoir avec le politique, pour conforter complètement ce qui a été raconté, c'est qu'il faut inscrire les projets vraiment dans une ambition politique locale. Donc c'était le cas à Los Angeles. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le Grand Lyon. C'est ce qu'on a essayé de faire dans un contexte qui était un petit peu particulier, parce que d'abord c'est une grande métropole, que comme David l'a dit, les AMI ont démarré notamment à Lyon dès 2009-2010, et que la conception du projet, nous, on a commencé à le penser début 2011. Donc on arrivait dans une deuxième vague. À l'époque, il y avait déjà 3 projets qui étaient partis sur Lyon. Et notre souci, c'était d'en développer un 4e, j'allais dire, qui soit complémentaire totalement des 3 autres, et qui s'inscrive vraiment dans l'ambition politique, mais aussi qui raconte une histoire sur le plan industriel, avec un effet levier pour l'ensemble des partenaires. Donc, ce qu'on a fait, la première chose, c'est qu'à l'époque, alors je vais essayer de... Voilà, à l'époque, la plupart des démonstrateurs s'inscrivaient dans une logique verticale de smart grid. À l'époque, c'est-à-dire ? En 2010, première vague d'AMI, il y a beaucoup de démonstrateurs qui traitent de façon intégrée l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'amont, comme ça a été montré, jusqu'à l'aval. Nous, par rapport à ça, on a essayé d'être dans une approche un petit peu différenciante que d'autres démonstrateurs ont pris. Je n'en revendique pas l'exclusivité là-dessus, mais qui est de considérer simplement la brique de ce qui est visible par le client. Le client, le système électrique, il ne sait pas ce que c'est, comme on ne sait pas ce qu'est une infrastructure télécom, et probablement il ne saura jamais, et ce n'est pas utile qu'il le soit, c'est un métier d'expert. Par contre, ce qu'il voit, c'est des choses très simples. Il voit de temps en temps un compteur, pas tout le temps, dans 50% des cas, le compteur il n'est pas accessible, pas visible. Il voit une facture, ça c'est très clair, et ça fait d'autant plus mal en situation de crise, et c'est un point sur lequel nous devons être extrêmement vigilants.
Et puis, ils voient des usages très simples. Et les usages, ce n'est pas l'énergie. L'énergie, ce n'est pas un usage. Les usages, c'est du confort, du chauffage, c'est des plaques de cuisson, c'est de temps en temps de la climatisation, c'est du multimédia. Donc, c'est des usages qui se sont développés et d'ailleurs qui ont pris des formes assez différentes quand on regarde les postes de consommation depuis 10 ans. On est passé d'un poste de consommation thermique qui a plutôt tendance à être optimisé, à diminuer, mais à une progression importante des usages qualifiés produits blancs, produits gris, notamment sous l'effet du développement de tous les outils multimédia et des écrans. Donc nous, l'objectif, ça a été de se dire, on va considérer ces 3 briques et ces 3 fonctions. Et pour les considérer finalement, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs qui interviennent là-dessus, notamment au plan industriel. Alors au démarrage, on n'a pas intégré l'ensemble des opérateurs de service. J'ai fait la remarque tout à l'heure. On souhaite le faire, mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, l'idée, c'était de consolider des briques de service déjà qui permettent de satisfaire à ces enjeux. Alors pour faire ça, le collaboratif, c'est quoi? Donc c'est les industriels des équipements, bien entendu, c'est les industriels de la gestion active, c'est ERDF parce que le rôle du compteur est quand même déterminant dans cette affaire. C'est des opérateurs télécoms, c'est très important parce que c'est des gens qui vont jouer un rôle croissant dans la smart home, dans l'écosystème chez les clients. Et puis, c'est tout un pôle de chercheurs et c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que les industriels ont une vision, une conception des choses, des modèles de pensée. Et les chercheurs peuvent nous aider justement à penser autrement. Et donc, une des particularités, des singularités est financée par l'ADEME. Donc, je remercie David qui a criblé le dossier depuis 3 ans. On a les techniciens et les experts classiques en modélisation et en statistique, mais on a aussi des sociologues, ça a été évoqué, mais aussi des ergonomes, des anthropologues et des gens qui font de l'économie expérimentale. Et donc, c'est des gens qui vont permettre de challenger finalement l'appropriation ou l'appréciation par les clients des solutions et qui vont rapidement nous dire, ils commencent à nous le dire déjà, vous parlez énergie aux gens, ils s'en foutent de l'énergie, les gens, c'est pas leur préoccupation. Les gens en ce moment, ils ont besoin de boulot, ils ont besoin de pouvoir d'achat, ils ont besoin de confort. Donc l'énergie vient très très loin dans la pyramide des besoins, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie conscience autour de ça, mais on fait du Maslow, aujourd'hui il y a d'autres priorités. Ça n'est absolument pas incompatible. Ça veut dire simplement qu'il faut venir un moment sur les enjeux primaires, si on veut avoir des chances d'un développement qui se passe bien. Voilà, donc ce dispositif, il est en place avec, vous voyez, un aspect collaboratif et un client qui est vraiment placé au centre. Alors maintenant, si je reviens sur l'inscription dans l'histoire du territoire. D'abord, il était un peu différenciant, donc complémentaire par rapport aux autres approches, notamment sur la collaboration. Il y a un point qui est important, c'est qu'on a animé un consortium avec des concurrents aujourd'hui sur leur marché. Donc c'est ce qu'on appelle la coopétition. Donc c'est des gens qui se parlent sur un certain nombre de sujets et sur lesquels on sanctuarise d'autres sujets qui sont Schneider et Legrand n'échangent pas sur le développement de leurs produits demain. Ça ne va pas jusque-là. Par contre, on sent que dans la gouvernance, dans les règles de marché, dans la normalisation, dans la standardisation, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui méritent de faire l'objet de collaboration. Donc ces 2 axes clients et consortium sont très importants parce que précisément, ces 2 axes qui ont été identifiés par la métropole comme des leviers importants du développement de la ville intelligente. Je vais aller rapidement sur l'histoire du Grand Lyon autour de quelques jalons. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un du Grand Lyon qui en parle, mais l'histoire, on peut dire, elle a commencé un petit peu avec le plan climat-énergie-territoire, dans lequel ont été identifiés un certain nombre d'actions sur le plan énergétique, sur les systèmes énergétiques, mais aussi sur les smart grids. Donc là, on était en 2008, 2009, 2010. Plan climat-énergie-territoire qui a été construit aussi dans une logique de concertation avec plus d'une centaine d'acteurs du territoire. Ensuite vient la brique ville intelligente. Donc là, c'est Gérard Collomb en 2013, donc finalement assez tôt en France, qui revendique une ambition sur la ville intelligente. Ville intelligente qui est drivée par les données, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le choix qui avait été fait par le Grand Lyon, c'est pas de filer les clés du camion à un grand opérateur de données qui constituerait un brick browser où on n'était pas du tout là-dedans. L'objectif, c'était plutôt une démarche heuristique. On n'a pas forcément de vision cible et elle est compliquée à construire. Et d'ailleurs, on est tous là
à chercher ce que pourrait être la cible, mais c'est plutôt de se donner les moyens collectivement d'apprendre. Et donc pour apprendre, il faut expérimenter. Aujourd'hui, c'est trop compliqué pour que, sans mettre les mains dans le cambouis, on arrive à trouver des solutions, et notamment au contact des clients. Donc ils ont favorisé les projets. Donc là, il y a un enjeu pour la collectivité qui est très important, c'est comment on devient attractif pour des porteurs de projets. Vous avez réussi maintenant, semble-t-il, mais c'est un vrai sujet. Et comme les projets ont besoin des collectivités territoriales et qu'elles-mêmes, elles ont besoin d'opérateurs pour faire des projets, là, normalement, il y a une logique gagnant-gagnant qui peut se mettre en place. Aujourd'hui, sur le Grand Lyon, il y a une trentaine de projets qui sont partis et ça va continuer à s'amplifier. Il y a des projets sur l'axe énergie, il y a des projets sur l'axe mobilité. Et il y a des projets sur l'axe service numérique avec une verticale ou une transversale qui est l'expérimentation. Le dernier point qui est important, c'est le volet économie, le volet industriel. L'arrière-pensée, ce n'est pas une arrière-pensée, c'est complètement affiché. L'objectif, c'est quand même de faire du développement économique pour le territoire. Donc le développement économique, c'est l'innovation, c'est l'attractivité du territoire et c'est la capacité à attirer des talents. Et au travers de projets comme ça, la collectivité fait aussi le pari qu'elle attire des talents. Donc, alors, nous concernant, toutes les ressources ne sont pas hébergées sur les territoires du Grand Lyon. On a beaucoup de centres de recherche qui sont disséminés en France, voire même en Europe. Mais on est en train de constituer une espèce de cluster sur ces questions-là, avec notamment une filière dans les sciences humaines qui est en train de monter en puissance. Et ça aussi, c'est intéressant puisque Lyon était réputé sur la dimension économie et ergonomie notamment. Voilà ce que je peux dire à ce stade. J'avais peut-être une petite chose à montrer, mais peut-être je le ferai en fin de séquence, c'est que j'ai 2 minutes de film de témoignages de clients expérimentateurs. Donc plutôt que de dire ce que sont les attentes des clients, je trouve que c'est intéressant. Et on essaye de communiquer le plus comme ça, c'est de les laisser parler des expérimentations qu'on réalise. Donc si on a le temps à la fin, on pourra le passer. Très bien, volontiers. Alors après Los Angeles, après Lyon, on va voir un peu ce qui se passe aussi plus près de nous du coup à Belfort. Avec vous, Olivier Dronick, pour commencer. Vous êtes chef de mission donc de la vallée de l'énergie. Avez-vous un micro? On va vous entendre un. On peut peut-être raconter ce que recouvre cette notion de vallée de l'énergie en quelques mots? Oui, parce que vous en avez fait une description trop rapide et trop... Ah oui, j'en suis sûr. trop rétrécie au départ. Donc, effectivement, je m'appelle Olivier Dronick. Je suis en charge des programmes de R&D pour les centrales à vapeur pour Alstom Power à Belfort. Et je suis aussi chargé de mission auprès de la Vallée de l'énergie. Alors, la Vallée de l'énergie, c'est une association industrielle qui tente à développer la filière industrie de puissance. Et nous sommes en train de réussir, puisque nous avons été retenus par l'État pour financer nos premiers projets collaboratifs. Donc, vous savez qu'en ce moment, il y a 12 filières stratégiques industrielles en France, et nous sommes en train de créer la 13e, lorsque donc, il s'agit de l'énergie dite de puissance. Énergie de puissance, qu'on appelle d'accord. fossile, Ouais. et qui effectivement, contrairement aux autres filières industrielles qui ont été soutenues jusqu'à présent, n'a pas forcément pour objet d'équiper la France, mais surtout d'exporter. Donc nous avons entre General Electric et Alstom, effectivement, plus de 90% de notre chiffre d'affaires qui est exporté. Et même si nous réalisons effectivement également des projets en France. Et cette 13e filière, elle n'existe pas encore. Alors nous avons, je dirais, d'une certaine façon, mis le pied dans la porte en présentant un dossier à l'appel à projet soutien des filières industrielles stratégiques dans le cadre du PIA. Effectivement, le fait qu'on soit retenu par l'État pour faire nos premiers projets collaboratifs est un encouragement important pour dire que bientôt nous aurons une filière industrielle à part entière. Alors c'est effectivement dans ce cadre-là, dans le cadre de conforter ou de reconforter ou de reconstituer notre tissu industriel, que nous plaçons la majorité de nos actions et la majorité de nos projets collaboratifs qui nous permettent effectivement de créer de nouvelles compétences, de nouvelles sociétés et de montrer qu'on peut travailler ensemble. Parce qu'effectivement, si vous regardez la pyramide des tailles de notre filière, vous pouvez voir que nous avons de très grandes entreprises qui sont présentes à l'international et qui ont accès au marché mondial, et de petites PME
Et effectivement, bon, c'est le cas en général en France, mais en particulier dans notre domaine de l'énergie, les entreprises de taille intermédiaire, celles qui peuvent être des sous-traitants de rang 1 pour nous, qui peuvent prendre des packages clés en main dans le cadre des centrales thermiques clés en main que nous construisons, ces entreprises de taille intermédiaire sont assez rares et nous sommes souvent obligés de faire appel à des entreprises qui sont loin de la France pour exécuter ces parties de projet. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment, par quel biais, par quel bout, vous en êtes arrivé au réseau intelligent. Voilà. Comment ça s'est fait, ça serait intéressant de le savoir. Est-ce qu'il est possible de montrer la photo qui va m'aider à ne pas oublier certains points? Oula. C'est ça la photo? Elle est effectivement un peu trop zoomée. Vous pouvez pas l'afficher correctement? Qu'est-ce qu'on devrait voir? Si vous quittez le mode diaporama, peut-être. Je vois que vous avez un problème de compatibilité. Bon, on va essayer de faire sans. Vous n'avez pas... Allez, on essaye. Ça, c'est quoi? C'est Alstom, non? C'est une photo aérienne du Technome sur lequel j'ai surchargé des légendes. C'est ça? Ah oui, en effet. Voilà, donc bon, tant pis, on n'est pas en mode diaporama, mais ça va marcher quand même. Si vous pouvez vous déplacer légèrement à gauche, peut-être. Non, ça va, on voit presque tout. D'accord. On était là-bas, c'est ça? Voilà. Donc, effectivement, pour moi, pourquoi je suis arrivé à essayer de... Quelle est la genèse de ce projet? Effectivement, ça remonte pour moi donc, à mon entrée dans la vallée de l'énergie en 2011 environ. Et en même temps, ça a correspondu à au premier colloque de l'UTBM sur les réseaux électriques intelligents, sur les smart grids. Alors les présentations ont bien sûr été très intéressantes, en particulier de la part des gens qui venaient de Grenoble. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est l'intérêt qu'ont porté les élus et l'intérêt qu'a porté le public à ce sujet-là. C'est-à-dire que lors de la discussion qui a eu lieu après les présentations, c'était des présentations magistrales, c'était pas comme aujourd'hui, mais dans les discussions qui ont eu lieu après les présentations, j'ai trouvé que les gens étaient extrêmement intéressés par ce sujet. Et en plus, que presque tous savaient déjà que ce sujet existait, ce qui m'a surpris. Parce qu'effectivement, bon, je me disais, pour moi, le smart grid, c'est encore une question de spécialistes. Et ben, il se trouve qu'autour de Belfort, les gens étaient déjà fortement influencés et informés de ces questions-là. Alors, et en particulier, un commentaire du chef du conseil général qui avait dit, mais quand même, avec Alstom et General Electric à Belfort, on va quand même bien arriver à faire une poche de smart grid sur Belfort. Alors à partir de là, moi, j'ai travaillé longtemps à l'export, j'ai travaillé à Paris, j'ai toujours été orienté vers les projets à l'export. J'étais plus focalisé sur l'Asie que sur la France il y a encore quelques années. Et donc je ne me souvenais plus en fait. Qu'est-ce qu'il restait, qu'est-ce qu'il y avait encore de notre patrimoine industriel sur le site historique des usines Alstom de Belfort. Donc j'ai pris le site manager, j'ai pris mon appareil photo et on a refait le tour du site. On en vient à la photo. C'est pas moi qui ai pris cette photo-là, parce que celle-là, elle a dû être prise d'une montgolfière. et donc j'ai fait effectivement le reportage sur les systèmes. Alors effectivement, ça rejoint ce que vous avez dit sur le patrimoine industriel et sur le paternalisme industriel tel que l'industrie française a été construite à la fin du 19e pratiquement. Donc à l'époque, l'usine faisait tout. Tout était internalisé, y compris les plâtriers, les pompiers, enfin tous les métiers étaient représentés à l'intérieur de l'entreprise. Et en particulier, l'usine a été conçue un peu comme un bateau ou comme une centrale thermique, c'est-à-dire avec une génération de fluide, une distribution de fluide, une conception complètement centralisée de l'usine. Il ne s'agissait pas du tout d'appartements séparés avec un chauffage et une source d'énergie par appartement. Bien. Et je me suis aperçu qu'une bonne partie de ces systèmes existent encore et que ça pouvait donc devenir une salle de TP gigantesque, je dirais, un terrain d'innovation, un terrain de jeu fantastique pour cette nouvelle activité qui s'appelle aujourd'hui efficacité énergétique. Alors, excusez-moi, le rapport avec la photo, c'est quoi alors du coup? Alors, justement, donc sur la photo, vous avez une vue aérienne de la partie historique de l'usine. Vous ne voyez pas tout parce qu'à droite, il y a encore tout la partie bulle qui fait partie également de Technome. Et encore plus à droite, le campus universitaire dont Didier Garret va parler plus tard. Bon. Mais ici, vous avez la partie la plus historique où effectivement, quand on regarde bien, on a
sur ce site tous les systèmes et à grande échelle pour faire des expérimentations et pour faire des démonstrateurs en efficacité énergétique. Et donc à partir de là, mon projet, ma première idée qui est de dire de faire, comme ça s'appelle Technome, de faire un smart Technome. Je me suis aperçu que le niveau en dessous avait besoin de modernisation, de réhabilitation ou effectivement d'expérimentation de nouvelles technologies. Je l'ai rebaptisé en écotechnome. Bien sûr, la couche intelligente à construire par-dessus sera à faire un jour. Mais on a commencé par prévoir les modules de projet qui correspondent à améliorer ou à démontrer des technologies du hardware et du software qui se trouvent en dessous de la couche intelligente. Voilà. D'accord. Donc sur le site, nous avons un poste haute tension, moyenne tension d'une capacité remarquable de presque 100 MW, ce qui permet de faire beaucoup de choses, beaucoup d'essais. Pourquoi ? Parce que principalement, nous testons des machines en rotation. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait la fabrication qui consomme le plus d'énergie, mais c'est bien les essais des machines lorsqu'elles sont partiellement montées, ou les essais des rotors en survitesse, ou les essais des alternateurs à vide ou en court-circuit, ou les essais des turbines à gaz à vide. C'est ça qui constitue les grandes consommations. Ces grandes consommations sont rares, mais elles constituent des pointes de consommation très importantes qui, effectivement, on peut imaginer penser qu'on peut essayer de les lisser, qu'on peut essayer d'éviter de faire 2 essais en même temps pour constituer une pointe de consommation. Qu'évidemment, si on prévoit de faire un essai d'une grande machine le soir à 19h en hiver, alors qu'on a la pointe de chauffage électrique, c'est peut-être pas le bon moment, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut, d'un point de vue effacement et d'un point de vue lissage de consommation, qui est un terrain propice pour faire des expérimentations. Alors je vais être obligé de vous faire avancer un petit peu vite. Donc du coup, c'est à partir de ces observations-là, de ces réflexions, que vous en êtes arrivé donc à une réflexion sur les smart grids. On est d'accord, hein, ok, voilà. Alors, et c'est là qu'intervient, parce que donc du coup dans la Vallée de l'Énergie, c'est on l'a dit, une association industrielle. Et alors comment intervient le campus et l'UTBM? Alors, le campus est directement associé à nous. Et effectivement, le campus, l'UTBM a, comme je l'ai dit, en fait, commencé à réfléchir, même avant nous, sur le réseau électrique intelligent. Ouais. Et donc, l'UTBM va répondre à un ami sur les réseaux électriques intelligents bientôt, et en particulier avec un module qui s'attache à développer des réseaux électriques intelligents sur les campus universitaires. Et c'est le sujet que voudrait développer Didier Garret. Alors, on va lui donner la parole tout de suite. Didier Garret, donc chef du projet au CIM, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, le CIM, Centre d'innovation et de management de l'énergie. Donc, en fait, c'est un projet de plateforme technologique pour faire des analyses de données, des modélisations, des simulations, de l'émulation de systèmes, donc une approche très systémique, et surtout de l'expérimentation vraie grandeur, échelle 1, pour un certain nombre de sujets sur la transition énergétique, et également prendre en compte la part sociétale, les études sociétales sur cette thématique. Donc on projette de créer 5 plateaux techniques. Donc 3 plateaux techniques très axés technologie, on en a parlé toute la journée, donc qui vont pouvoir faire de l'expérimentation en termes de production d'énergie, en termes de stockage d'énergie et surtout en termes de REI, de réseau électrique, et je dirais entre guillemets énergétique, intelligent, pour essayer d'aborder aussi l'aspect multi-énergie et non pas simplement peut-être électrique. Alors, concrètement, quel est le projet ? Alors concrètement, le projet, c'est d'installer cette plateforme dans un bâtiment tertiaire du Technome. Ce bâtiment tertiaire du Technome sera représentatif de ce qu'on fera en termes d'efficacité énergétique bâtiment. Donc ça va être un premier axe de recherche pour démontrer qu'un bâtiment qui a du patrimoine, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle, ce bâtiment, il peut avoir des performances très très élevées en termes d'efficacité énergétique, et notre objectif, c'est de le rendre BEPOS, donc
qui sera faiblement consommateur d'énergie d'abord, mais qui aussi saura produire de lui-même cette énergie. Donc c'est une sorte de bâtiment de démonstration? Oui, c'est ça, échelle 1, bien évidemment, pour faire une vraie preuve de déploiement sur le terrain. On en a parlé tout à l'heure ce matin. On va passer du pilote, beaucoup de pilotes ont été réalisés aujourd'hui, sur venir dans la vraie vie et démontrer qu'à l'échelle 1, on sait faire des bâtiments qui ne consomment pratiquement rien et qui savent produire leur propre énergie. On va faire aussi vraiment un focus sur l'approche stockage d'énergie, parce qu'on en a parlé aussi aujourd'hui. Cet aspect n'est pas tellement encore travaillé, il est beaucoup travaillé, il ne faut pas dire ça, mais au niveau de la recherche et du développement, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du stockage d'énergie. Et donc dans cette plateforme, on projette de s'équiper d'environ 7 ou 8 technologies différentes. 6 à 7 technologies sur le stockage électrique pour faire des comparatifs, de l'expérimentation, etc. Et alors, 2 sur la chaleur. Avec le concours des étudiants que vous avez sous la main, j'imagine aussi? Évidemment. C'est ça qui est intéressant? Oui, alors des industriels comme Schneider, par exemple, sont intéressés par étudier le comportemental via ces étudiants. Et ce serait en fait le client final chez nous, c'est l'étudiant. Et donc l'étudiant, il fera des études techniques, bien sûr, il fera de l'expérimentation, on les forme pour ça. Il y a un département énergie à l'UTBM, hein, bien sûr. Donc forcément, la base, c'est de les former là-dessus. Mais aussi, ils serviront vraiment de client final pour tester du comportemental, du sociétal, et aussi pour former aussi des approches aussi sur l'aspect économique, parce que notre étude, on ne veut pas la centrer uniquement sur de la technique, on veut avoir une approche technico-économique et sociétale. Vous en êtes où? Enfin, le calendrier, c'est quoi? Alors le calendrier, c'est... Aujourd'hui, on en est à avoir défini sur le papier les besoins de chaque plateau technique. Et donc l'idée, c'est que l'année prochaine, on puisse commencer enfin, l'autre point délicat aujourd'hui, c'est quand même qu'on doit terminer notre plan de financement, qui n'est pas bouclé. Et donc, encore en recherche de financement? Encore partiellement en recherche de financement. Et logiquement, dans un an, on attaque le montage réel et l'installation des investissements. Très bien. Donc là, on est plutôt sur des réseaux énergétiques intelligents, finalement. Oui, ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'on ne voulait pas, pour Ecotechnum, faire un smart grid pour faire joli. On voulait avoir de vraies quantités d'énergie à manager dans la vraie industrie et en grande quantité. C'est pour ça pour l'instant, on s'est intéressé surtout à développer et à rendre prêt pour Smart Grid la couche inférieure. En particulier dans le cadre du projet qui est soutenu au niveau du projet des investissements d'avenir, la partie du futur Smart Grid qui est incluse dans le financement et dans le projet lancé, c'est en fait la partie instrumentation et acquisition. Parce qu'en fait, tout vient de la mesure. Vous savez qu'il il faut faire 3 choses pour faire un réseau électrique. D'abord, il faut mesurer. Ensuite, il faut mesurer. Et en 3e point, qu'est-ce qu'il faut faire? Mesurer, peut-être? Il faut mesurer, voilà. Donc, il est absolument fondamental de mesurer et d'apprendre à mesurer pour être capable de faire les flux énergétiques, pour être capable de détecter les endroits où on perd ou où on gagne de l'énergie, pour être capable d'apporter éventuellement des solutions, des diagnostics, et ensuite de faire piloter ces solutions par le futur Smart Grid qui sera par-dessus. Donc voilà, David Marchal, différentes approches, enfin, même des approches, j'allais dire, philosophiques, intellectuelles, différentes. La richesse, elle est là aussi, du coup, David. Et on va ouvrir le débat. Oui, alors, enfin, vous me tendez la perche pour... c'est vrai que la richesse qu'on a dans les différents projets, c'est de confronter ces différentes approches économiques,
sociales. Enfin, on apprend beaucoup des sociologues dans les projets Smart Grid. Un exemple que je peux donner, c'est l'effacement. L'effacement, quand on fait travailler des sociologues sur certains projets sur l'effacement, ils en viennent à dire que faut plus appeler ça effacement. Effacement, c'est ce que j'allais vous suggérer. C'est un terme un peu dur. Pas forcément compréhensible d'ailleurs. On viole la sphère privée en fait. Il y a, pour reprendre leur terme, le foyer, c'est quelque chose de sacré. Ouais. Et y entrer, enfin qu'un opérateur extérieur puisse y entrer et vous couper le chauffage, c'est quelque chose qui peut être vécu d'une façon assez dure. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que cette confrontation... Alors, il y a ces aspects sociaux, puis après, derrière, il faut aussi que le business plan, il tourne, qu'il y ait un TRI suffisant, qu'il y ait le mécanisme de capacité qui va bien. Et donc, on a une multiplicité des acteurs et des approches sur les projets Smart Grid qui est effectivement très intéressante et qu'il est indispensable de prendre en compte si on veut si on veut qu'ils puissent se déployer. Je voulais peut-être juste ajouter un petit point sur les expérimentations locales. On posait la question de savoir comment passer à la vitesse supérieure. Nous, à l'ADEME, on finance des démonstrateurs et on est là. Enfin, je veux dire, on n'a pas vocation à financer du déploiement. Alors comment pourront se déployer les smart grids dans le futur ? Il y a quelques pistes qui sont jetées dans la loi, notamment par la possibilité de financer des expérimentations locales. C'est donc pour une collectivité qui montrerait qu'elle met en place un service de pilotage de la demande qui permet d'économiser sur le renforcement de réseau de distribution, par exemple. En fait, elle pourrait se faire financer par le gestionnaire de réseau à hauteur des économies réalisées. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait permettre à des collectivités de déployer au niveau local, de trouver un business model pour pouvoir déployer au niveau local des expérimentations, par exemple des expérimentations visant l'autoconsommation au niveau de tout un quartier, au niveau d'une ville, enfin ce genre de choses-là. Voilà, c'est un exemple, c'est l'article 58 de la loi que je vous invite à lire et qui peut donner des perspectives sur ce sujet-là. Parfait. Voilà, ils sont à vous. Si on n'a pas été suffisamment précis ou clair sur certains points, on peut y revenir avec vous et je vais vous prendre un micro pour questionnement et réaction. Nous avons, comme d'habitude, quelques minutes devant nous. Non ? Allez. Merci. Allez-y. Bonjour, Gilles Roquia, Société Socomec. Moi, je voulais revenir sur les financements. Petite question complémentaire à ce que vous avez dit. Les AMI que vous lancez actuellement sont financés sur quel mode ? Vous posez votre question à qui ? Plutôt. Pardon, excusez-moi. Je pense qu'il s'est reconnu. Alors, les AMI qu'on finance actuellement sont toujours financés avec une part d'avance remboursable et une part de subvention, puisqu'on n'a pas le choix. Enfin, ça nous est imposé par le Commissariat général aux investissements et par la convention qu'on a avec l'État. Maintenant, la présentation qui en est faite est un peu différente, notamment le texte les annexes qui sont les annexes financières à nos appels à projets donnent plus clairement les taux d'aide auxquels vous pouvez accéder. Et notamment, pour le dire de façon très simple, le produit financier qui est proposé, peut-être pour éclairer un peu toute la salle, on aide de façon générale, sous forme de subvention, les partenaires qui ne vont pas générer de chiffre d'affaires. Donc ce sont principalement les partenaires de type universitaire. Et puis les partenaires industriels qui sont aidés au-delà d'un certain montant, sont aidés avec une part d'avance remboursable. C'est-à-dire qu'on mise sur le fait que les innovations qu'on accompagne, on prend part au risque, mais si on prend part au risque, on a le droit aussi de prendre part au futur bénéfice si le produit est un succès. La façon dont est présenté le produit financier actuellement
c'est que l'équilibre entre la part subvention et la part avance remboursable à laquelle vous avez accès est quasiment équivalente à un prêt à taux zéro. Pour le dire simplement. Je vous remercie d'avoir lancé cette explication. Je pense que pour les industriels, alors moi je fais partie des entreprises que la France aime beaucoup, qui s'appellent les ETI. Donc 3500 personnes, on essaye de se développer sur ce marché du smart grid, en particulier sur le stockage. Il n'y a pas de marché. Donc l'investissement, il se fait en espérant qu'il y ait quelque chose derrière. Donc une avance remboursable avec un taux que vous connaissez aujourd'hui, c'est un effet de trésorerie qui n'est absolument pas intéressant. Donc les AMI, j'ai peur qu'on bloque beaucoup d'initiatives aujourd'hui parce que les industriels n'ont plus l'argent nécessaire pour investir avec leurs deniers, on va dire, personnels, sur un marché qui n'existe pas. Donc une avance remboursable qui serait conditionnée à l'existence du marché et effectivement des bénéfices qui rentrent suite à commercialisation, ça serait effectivement très vertueux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien et dont on a essayé d'être les relais auprès des instances qui fixent les règles de financement. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y aura pas 100% de subventions sur la part du PIA que gère l'ADEME. Maintenant, ce que vous dites, je pense qu'on y répond partiellement, puisque le mécanisme de remboursement a maintenant 2 seuils. Un premier seuil avec un taux d'intérêt, un TRI très faible, jusqu'à un certain volume d'unités vendues. Et si vous vous arrêtez là, si le projet n'est pas vraiment un succès commercial, vous ne remboursez pas la totalité de l'aide. Donc il y a une partie de l'aide significative qui reste une subvention. Et un second seuil où là, on est à un taux d'intérêt, un TRI qui est plus élevé, mais qui reste de l'ordre de 7%. Donc par rapport à des TRI industriels, je pense qu'on est assez faible. Au-delà d'un certain volume vendu, on a des exigences de retour financier qui deviennent plus importantes. Mais ce qui veut dire qu'on prend vraiment part au risque et que s'il n'y a pas de marché, effectivement, vous ne rembourserez pas toute l'aide. Il y aura une partie de l'aide qui restera sous forme de subvention. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ça. Merci. Alors, on va de l'autre côté. Allez-y. Juste pour compléter la remarque de Socomec, c'est qu'effectivement, il y a des possibilités de projets avec des briques fonctionnelles qu'on peut subventionner de diverses manières. C'est-à-dire qu'il y a les AMI, mais il peut y avoir des subventions de l'Europe, il peut y avoir un certain nombre d'autres modèles de subventions. Il y a des certificats d'économie d'énergie, il y a un certain nombre d'autres modèles économiques qui peuvent permettre d'aider les projets, en fait. Et c'est un point qu'il faut regarder. Et je sais que par exemple, nous, dans les projets qu'on a aujourd'hui avec Atos et Schneider, c'est des points qui sont regardés, quoi, et qui permettent des fois de lancer des projets avec des gens. Donc bon, il y a l'ADEME d'un côté, il y a la Caisse des dépôts aussi qui finance certaines subventions. Après, il faut faire attention effectivement à pas trop additionner les subventions, on ne peut pas tout faire non plus. Mais il y a des possibilités qui existent quand même pour lancer des projets et justement adosser différents types de mécanismes. Merci pour cette précision. Effectivement, ce qu'on peut conseiller, c'est d'essayer de... Enfin, vous avez tout à fait le droit d'aller voir plusieurs guichets. Et notamment quand on voit donc la commission, enfin le programme H2020, est un programme qui offre uniquement des subventions. Donc c'est effectivement un programme qui est bien plus avantageux en termes de financement, mais qui est un programme aussi beaucoup plus sélectif. Donc tout ce qu'on peut conseiller, c'est aller voir, déposer votre dossier à plusieurs guichets. On peut segmenter les dossiers de façon intelligente. On a, nous, des projets qu'on a aidés, où une partie du projet est financée par le FP7 et une partie du projet est financée par l'ADEME, et ça de façon tout à fait réglo, avec des parties de projet bien distinctes et des tâches qui ne sont pas surfinancées, quoi. Voilà. Sur ce sujet ou sur d'autres ? Pas d'autres questions ? Bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Ah, on n'a pas regardé votre film. Vous voulez, allez, ça dure combien de temps? 2 minutes. Allez, 2 minutes, voilà, ça nous fera une toute petite récréation. Je vais simplement dire, dans Smart Electricion, donc, on a des nombreux projets, on a plus d'une 50aine d'expérimentations qui sont en cours, et on a notamment une expérimentation qui a été construite conjointement avec un bailleur social dont le président est le maire du 8e arrondissement à Lyon, qui a porté sur l'accompagnement d'une opération de rénovation sur une cité pavillonnaire de 28 pavillons, sur lequel on a proposé une solution qui permettait à la fois de faire des bilans du financement au titre de la 3e ligne de quittance. Donc c'est un petit peu compliqué, mais le bailleur a la possibilité de financer une part de l'opération de rénovation par une augmentation des charges à venir sur les locataires. Et en plus, on a accompagné les clients sur le plan comportemental en les dotant d'une solution d'information sur leur consommation. Donc il y a un film de 2 minutes qui explique ça, et c'est les clients qui s'expriment. Très bien, on regarde alors, si c'est prêt. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Cochot, j'habite le pavillon 24, résidence André Malraux. Alors je suis monsieur Yves-Eric, je suis au 21 André Malraux. Bonjour et bienvenue dans le pavillon numéro 13. Et nous avons une rénovation du pavillon. La fin des travaux ont eu lieu au mois de juillet. On expérimente Visuconso. Tout ce qui a été réalisé est bien fait. Et le Velux est plutôt bien. La rénovation qui a eu lieu dans le pavillon améliore l'habitat. Les travaux réalisés nous permettront, j'espère, d'avoir un meilleur confort. C'est un suivi qui est sur Internet, qui va nous permettre de gérer notre consommation. Les avantages de Visuconso sont pour moi une suivi de consommation d'énergie en euros. Qu'on puisse vérifier notre consommation journellement, voir si on dépasse trop, si on est dans les normes, tout en étant chauffé correctement, parce que moi je suis une grande frileuse. C'est un outil quand même en plus pour nous améliorer dans l'économie d'énergie. Vous avez un mot de passe, vous arrivez sur le site, après tout est expliqué, donc on peut gérer très facilement le site internet. L'outil proposé a l'air d'être intéressant. Je pense que la simplicité du site permet aux gens de surfer tranquillement. C'est le monsieur que nous avons rencontré la dernière fois qui nous a conseillé, parce que moi j'avais pas lu le papier bien comme il faut, et effectivement il nous a expliqué plus amplement ce qu'on allait pouvoir faire pour suivre notre consommation. J'ai été sensibilisé par les personnes qui sont venues nous rencontrer, nous expliquer le fonctionnement. Avec Visuconso, nous espérons réduire notre consommation mensuelle. J'attends de EDF qui me propose un bilan sur ma consommation et la manière de l'améliorer. La période d'hiver va commencer, je pense que ce sera un repère important. Je verrai peut-être en fonction des consommations à couper certains appareils qui n'ont pas besoin de rester allumés tout le temps. EDF sera là pour nous aider à maîtriser notre facture d'électricité, au cas où. Voilà, donc pas de commentaires. Et ça fait du bien du coup de voir de vrais gens réagir à tout ce qu'on dit depuis le début, et ça donne un petit peu de fraîcheur et à la fois de pertinence à nos échanges.